Dobrý večer, dámy a pánové. Jsem ráda, že vás tu opět mohu přivítat a že vám mohu představit našeho dnešního francouzského hosta, kterým je pan Alain Fleischer. Pan Fleischer je původním povoláním filmový režisér, ale je to velice všestranný umělec. Je to fotograf, spisovatel a věnuje se také výtvarnému umění. V současné době vyučuje na několika uměleckých školách ve Francii a v Kanadě a je ředitelem Národního centra současného umění v Renoir. V posledních 10 letech se však věnuje především literární činnosti a napsal především hlavní částí této literární tvorby je především jeho 10 románů. K nejznámějším z nich patří romány Akrobaté a Pech, Neuspokojené tužby, Sekira a housle nebo Milenec v krátkých kalhotách. Ten poslední jmenovaný román, který je z roku 2006, se dostal až do užších nominací na nejprestižnější francouzské literární ceny. Pan Fleischer často své knihy zasazuje do prostředí střední a východní Evropy. Jeho otec pochází z Maďarska, takže má k tomuto území velice blízký vztah. V jeho románech se objevují často i české motivy. Jeho romány však do češtiny prozatím nebyly přeloženy. Je to možná proto, že se jedná o knihy z čtenářského hlediska často náročnější, protože píše v delších větách s velkým důrazem na rytmus a melodičnost. To uvidíte. Ukázku, kterou zde uslyšíte, vybral pan Fleischer ze svého románu Sekira a housle. A ještě taková zajímavost, která se týká techniky psaní pana Fleischera, to je to, že pan Fleischer své knihy nepíše do počítače nebo na psacím stroji, ale diktuje je. Takže to by bylo ode mě vše a nyní bych už chtěla zde přivítat pana Alaina Fleischera. Moc vám děkuji, že jste přišli na mé autorské čtení. Je suis très sensible au fait d'être ici à Brno en République tchèque. Mám velikou radost, že jsem mohl přijet sem do Brna, do České republiky. C'est un pays qui m'est très cher. Česká republika je země, která je mi velmi drahá. Et je suis venu déjà très souvent. V minulosti jsem přijel již několikrát, velmi často. Je suis très touché que le public ait envie d'entendre la langue française. A mám velikou radost z toho, že publikum má chuť slyšet francouzštinu. Voilà, merci d'être présent à ce rendez-vous. Takže ještě jednou vám děkuji, že jste přišli. Je sens. Il faut les approcher. Ça va. Je sentais ma vie prise entre deux mouvements contraires. D'une part celui d'un désordre imprévisible et aléatoire qui déplaçait en tous sens les pièces de mon ordre ancien, comme pour en expérimenter la combinatoire. D'autre part celui de l'arrivée irrésistible d'un cercle d'un ordre nouveau qui dépassait les individus, emportait leurs organisations personnelles
dans une gravitation collective plus générale, et qui se présentait comme une promesse souriante, alors que toute configuration de masse contient toujours la menace d'une catastrophe. J'avais renoncé à maîtriser les mouvements de ma vie privée et, à vrai dire, je découvrais en avoir une, entièrement constituée de mes relations avec Esther, ma jeune nièce et ma maîtresse, ma jeune fille de ménage et mon étudiante favorite. Tous mes élèves ont accouru à nouveau, je les retrouvais tous, et je n'avais regretté que le pauvre Antonine. Mais la place qui laissait libre a été vite occupée, et j'ai dû faire face à un afflux de postulants. Faire de la musique était devenu une activité obligatoire et vitale, comme manger, boire ou dormir, et tous les dépositaires d'un quelconque savoir musical ont dû accepter une charge d'enseignement qui parfois s'ajoutait à une place d'instrumentiste dans l'une ou l'autre formation de défense contre la hache. Les plus perspicaces entrevoyaient bien que c'était toute l'organisation sociale qui peu à peu était appelée à se modifier, et en premier lieu, la hiérarchie des situations et des professions, le petit peuple des musiciens étant promis à une irrésistible ascension. Les responsabilités habituellement assumées par les hommes politiques, les hauts fonctionnaires et les officiers supérieurs de l'armée, ainsi que par les banquiers, les capitaines d'industrie, les héritiers de grandes fortunes et parfois les anciens aristocrates, c'est-à-dire la conduite des affaires du pays au poste de commandement, la défense supposée de ses intérêts, la cohésion, la sécurité et le bien-être de la population, étaient maintenant mobilisés par un impératif et une urgence unique: combattre et vaincre la hache, du moins à l'échelle de notre ville, qui devenait un modèle réduit, une maquette de toute l'organisation politique et sociale. Or, ce combat et cette victoire étaient désormais entre les mains de nos musiciens, reléguant les autres professions et les positions de pouvoir traditionnelles à des rôles de second plan. Des bouleversements se profilaient dans la gestion et l'administration de notre ville, auxquels tout le pays était attentif. On reconnaissait à nos chefs d'orchestre une autorité de chef d'armée, bientôt peut-être de chef d'État, et de fait la musique se voyait confier les pleins pouvoirs dans notre cité. Ceux qui ne pratiquaient qu'en amateur étaient pressés de s'enrôler et de se mettre au service de la défense publique. Mais tous ces changements ne se sont révélés qu'au fil des jours, car ce qui dominait dans les premiers moments de la période dite quinzaine blanche, c'était l'explosion spontanée et anarchique d'un hédonisme musical. Pour jouer de la musique, tout était permis, toutes les heures du jour et de la nuit, tous les espaces publics ou privés, à la ville comme en pleine nature, dans les environs. Il n'était plus nécessaire de réquisitionner les musiciens, car tous se portaient volontaires, et la musique s'organisait en formations cohérentes et aguerries, ou disparates et inexpérimentées, sans hiérarchie et avec seulement de la variété et de la diversité dans l'émotion, dans l'expression, dans la beauté. Les missions les plus agréables revenaient aux musiciens jouant des instruments légers et transportables, comme les flûtes, les trompettes, les cors, les hautbois, les trombones, les clarinettes, les violons, les altos, les accordéons, les guitares, les mandolines, les sitars et les tambours, car ceux-là étaient appelés à former des escouades, des bataillons, à défiler et à circuler. Parfois on voyait une symphonie de Haydn ou de Mozart, de Beethoven ou de Brahms monter la garde sur les berges du Danube, un concerto de Chopin ou de Liszt campé dans une clairière, un poème symphonique de Borodine ou de Rachmaninov, de Sibelius ou de Berlioz, tourné autour de la ville, une ouverture de Verdi ou de von Weber patrouillée à travers champs, un prélude, une fantaisie de Liszt encore ou de Janacek s'aventurer dans une forêt, un quintet de Rimsky-Korsakov, un septuor de Saint-Saëns, gravir une colline pour occuper une position sur un sommet, une suite, une sérénade ou une romance de Smetana, de Glinka ou d'Albéniz, défendre un pont, la suite Cite de Prokofiev déferlait irrésistiblement sur un boulevard. On pouvait voir passer dans les rues du centre un gracieux concerto pour mandoline de Vivaldi ou la Water Music de Handel arpenter une esplanade, la Moldau de Smetana descendre vers le ghetto, les danses de Bohème ou une rhapsodie slave de Dvorak prendre d'assaut un tramway pour atteindre plus vite un faubourg, la symphonie fantastique de Berlioz ou la symphonie domestique de Richard Strauss se dirigeaient vers une porte de la ville
pour s'avancer vers un village des environs au crépuscule. Dans les artères plus étroites, sur les places resserrées, c'était un quatuor de Brahms ou de Schubert, de Janacek ou de Bartók, ou encore des leaders de Schulz, de Wolf ou de Mahler. Les bataillons, les régiments de la musique défilaient en rangs serrés. C'était une armée sans cavalerie ni artillerie, seulement des fantassins, et c'étaient des soldats sans fusil ni baïonnettes, seulement des instruments à cordes, à vent ou à percussion. C'était une armée dont seuls les orchestres montaient au front, et dont les mouvements de troupes s'effectuaient toujours le cœur léger comme à la parade. La bataille ne laissait dans l'air aucune fumée âcre de poudre noirâtre, mais seulement les traînées transparentes des mélodies et les impacts invisibles des rythmes. La beauté de la musique faisait irruption à tout moment, dans la vie de tous les jours, de façon si inattendue, si saisissante. Elle ravissait tellement l'esprit qu'on en oubliait son côté utilitaire, thérapeutique et préventif, ou sa mission stratégique et militaire. Pourtant, les succès de la musique sur le terrain furent éclatants, et dans tous les quartiers ou faubourgs, dans toutes les campagnes avoisinantes, bien défendues par de sincères musiciens et par un répertoire émouvant, la hache fut réduite au silence. On n'entendait plus son sifflement ni le goût mat du buban qui précédait le titubement mortel de quelques victimes. Dans une ivresse collective, et toute classe sociale confondue, la population ne douta plus de la victoire. Par une voie bien différente de celle imaginée par ses dirigeants en déroute, notre ville était effectivement promise à devenir le centre du monde, sur lequel le regard de tous les peuples ne pouvait manquer de se porter, trouvant chez nous l'exemple d'une résistance et d'une victoire contre l'ennemi le plus sournois que le genre humain ait eu à connaître. On viendrait bientôt chez nous pour examiner notre situation et s'inspirer de notre propre inspiration, pour connaître par anticipation l'avenir promis à chaque nation et le destin du monde en général. On aurait pu s'attendre à ce que les grincheux, les réfractaires à la musique, tous ceux qui restent insensibles aux modifications des contours du monde visible ou invisible par les ondes musicales, qui continuent à percevoir en musique la même réalité que l'on éprouve sans elle, inchangée, et chez qui la métamorphose du sensible et du perceptible par la magie de l'art musical ne s'effectue pas, on aurait pu s'attendre à ce que tout cela finisse par se boucher les oreilles, par réclamer des espaces de silence et par militer pour le droit à la surdité. Car il y a ceux en effet qui entendent la musique sans la distinguer de tous les autres sons, sans y trouver une raison particulière de bonheur et d'optimisme, comme on boirait du vin indifféremment de tout autre breuvage désaltérant, et sans y trouver d'ivresse. Le silence n'était pas banni, proscrit, et selon les analyses de Chamansky, qui remontaient à la période dite d'observation, rebaptisée par lui la symphonie du silence, il était intégré à la musique elle-même, qui ne pouvait surgir que dans un milieu préparé pour elle par l'accalmie des sons, c'est-à-dire par un silence lui-même musical, sorte d'attention de l'espace et de prédisposition aux ondes, à l'événement, qui vont y advenir. Car la musique n'était jamais uniforme ni continue. Elle tenait ses positions dans l'espace et prenait ses tours dans le temps. Elle n'était ni massive, ni étale comme la lumière du soleil dans un ciel d'été. C'était plutôt des feux d'artifice qui éclataient en différents points d'un firmament nocturne. Chaque note était une de ces boules de feu qui brûlent et qui brillent, me faisant admirer les arabesques colorées de leur trajectoire, de leurs enlacements, puis leurs explosions en bouquets voluptueux, extatiques, que pour finalement s'éteindre doucement, absorbés par la nuit, et saluer l'empire tout-puissant des ténèbres silencieuses. La musique n'était jamais assourdissante, ni lassante. Elle nous effleurait comme une caresse, elle nous prenait par la main pour nous entraîner passagèrement dans une couche de temps, pour nous emprisonner dans une durée fragile et transparente, et nous en libérer bientôt. Elle nous éclairait le visage et la conscience d'une lumière douce et éphémère. Désormais, un paysage trop longtemps privé de musique et seulement livré à ses bruits naturels semblait incomplet, comme les images du cinéma muet. La musique était réinventée comme la compagne inséparable du monde visible, parfois sa veuve lorsque le visible s'est absenté.
Toute la musique de tous les temps ne semblait avoir été créée et accumulée pendant des siècles dans tous les pays, sur tous les continents, depuis la Mésopotamie, la Palestine, l'Égypte, l'Inde, la Chine et la Grèce antique, jusqu'à la Vienne d'hier, en passant par Byzance, les polyphonies du Moyen-Âge, la Renaissance vénitienne, française, flamande, anglaise ou espagnole, que comme réserve destinée à l'époque que nous vivions, pour nous permettre de répondre à la menace d'une fin de tout, dans le silence ou le bruit. Pour les musiciens qui, comme moi, étaient assignés à poste fixe par la lourdeur d'un instrument peu mobile, en dehors des pianistes, c'est aussi le cas des clavecinistes, des contrebassistes, des harpistes, des organistes, des percussionnistes, des rotations étaient organisées, on aurait pu dire des tours de garde, et nous changions de lieu autant pour notre propre plaisir qu'afin que le répertoire que chacun de nous possédait ne fût pas rejoué et resservi indéfiniment dans la même position à défendre et ne finisse par perdre de son pouvoir. Dès le surlendemain de la réunion chez Chamansky, un message porté par le petit Mercure bouclé et joufflu, à la menotte potelée, m'a informé que le premier secteur que j'avais à tenir était aux avant-postes du ghetto, en fait dans le jardin zoologique qui lui était attenant, puisque l'histoire de l'urbanisme dans notre ville avait voulu que notre quartier fût mitoyen de celui des animaux sauvages ou exotiques. Au milieu des décors de ciment évoquant l'Afrique ou l'Asie, où évoluaient les tigres impatients et les lions impassibles, ainsi qu'un couple d'éléphants amnésiques et acariâtres, une girafe vieille fille, une bande d'ours turbulents et chamailleurs, un congrès de perroquets dialecticiens et quelques singes méditatifs et tristes, une transposition en miroir du ghetto en somme, un petit salon de thé disposé d'une estrade avec un piano. On avait ouvert toutes les baies vitrées afin que la musique se répande aussi sur la terrasse et à l'extérieur, vers les bêtes derrière les barreaux de leur cage et vers les hommes derrière les grilles du zoo. La question s'était d'ailleurs posée de déterminer si les animaux étaient menacés par la hache, et notamment les grands primates si proches de nous. Certains n'ont pas manqué de prétendre que si le ghetto était vulnérable au fléau, alors le zoo le serait aussi. Mais il y avait en tout cas parmi la population de cette arche de Noé un patriarche philosophe qui méditait à longueur de journée, le regard perdu, la tête penchée et posée sur sa main. Cette attitude du vieil orang-outan me rappelait celle que j'ai si souvent observée chez Chamansky. L'exemple donné par le ghetto, inspiré et discrètement coordonné par Chamansky, avait été massivement suivi par le reste de la ville, avec 2 ou 3 jours de retard, lorsqu'il était devenu évident que la musique, dite de grand répertoire, constituait la prévention la plus efficace contre l'épidémie. Si l'on se représentait l'ennemi comme une armée invisible, alors on pouvait voir dans nos violons, nos violoncelles, nos trompettes, nos flûtes, nos clarinettes et nos grosses caisses autant de fusils et de baïonnettes, de mitraillettes et de mitrailleuses, de grenades et de canons capables de l'intimider, de le contenir, et même de contre-attaquer pour le mettre en déroute et le mettre en pièces. Si la hache restait un ennemi immatériel, qui ne se manifestait au moment de frapper que par un sifflement suivi d'un coup lugubre, c'était la musique qu'il redoutait, et c'était elle qui appréhendait ainsi, au creux de ses contours, sinon sa consistance. Le repoussant victorieusement, la musique recevait du fléau une sorte d'empreinte négative, et c'était comme 2 armées qui s'affrontent au corps à corps. Même si l'adversaire restait masqué, nos fantassins musiciens, qui avaient prise sur lui, éprouvaient le sentiment d'être à son contact et de percevoir quelque chose de sa matérialité physique, qui réduisait le mystère de cette horde barbare sans visage. Ce qui s'avérait insupportable à notre ennemi, ce qui lui infligeait une blessure mortelle, c'était la beauté de la musique. Et cela, d'une certaine façon, lui dessinait un visage qui aurait eu des oreilles. D'ailleurs, nos grands-mères s'efforçaient de raconter aux petits-enfants une histoire de l'époque et des événements présents où le mal qui nous frappait était incarné par des êtres susceptibles de se laisser décrire et représenter, avec leur physionomie et leurs grimaces hideuses. Les images les moins pittoresques, mais non pas les moins effrayantes,
on montrait notre ennemi comme un sombre chevalier du Moyen-Âge, colosse en armure d'acier noirci, le visage caché derrière un aume aux ouvertures étroites, qui pouvait laisser croire, horreur et frayeur suprême, qu'il n'y avait aucun être, aucun visage derrière le masque de métal, seulement un vide où la musique viendrait résonner et s'amplifier intolérablement et fatalement. Et alors, ces chevaliers venus d'un temps lointain n'étaient peut-être que des robots privés de chair et de sang et appartenant à l'avenir. Toutes ces histoires, toutes ces images, toutes ces incarnations du mal, inventées par les grands-mères pour les petits-enfants, étaient souvent acceptées et adoptées par les plus grands, qui éprouvaient le besoin de donner une figure à l'ennemi. Mais les musiciens qui nous défendaient, qui étaient les véritables héros du jour, sans cesse sur le champ de bataille, puisque la ligne de front, le contact avec les lignes adverses, était la musique elle-même, là où elle était jouée, là où elle se faisait entendre, ceux-là savaient bien que l'agresseur n'avait ni casque ni armure, ni corps, ni visage, ni cerveau, et qu'il était seulement un principe de haine de la vérité du beau. Cela, chacun de nos musiciens le sentait du bout de ses doigts sur les cordes de son violon, ou du bord de ses lèvres, soufflant dans sa flûte, l'air qui se transformait en notes de musique, projectiles infaillibles, qui ne rataient jamais leur cible. Au cours de la réunion suivante, convoquée par Chamansky, il avait pris la parole et tenu des propos qui, pour certains d'entre nous, restaient énigmatiques, voire hermétiques. Si je tente de restituer approximativement ces paroles, voici la trace qu'elles ont laissée dans ma mémoire. Mes amis, tout est perdu. La hache est à un coup de gagner la partie échec et mat. Notre défaite est inéluctable, elle sera générale et nul n'en échappera. Comment ne pas voir que le fléau a déjà le dessus partout et que tout le monde est déjà mort. Tous ceux qui sont prêts à se faire élire demain, qui ont sollicité les suffrages de leurs concitoyens avec des arguments les plus pervers, les plus hypocrites, les plus fallacieux, vont s'emparer du pouvoir en nous ayant abusés par leurs slogans qui promettent d'instaurer une suprématie de la musique, de l'adopter comme modèle, de l'adorer comme divinité. Tout cela ont fait la preuve que rien ne peut être sauvé, que dans cette ville comme ailleurs, il n'y a pas assez de juste. Demain, les élections vont se tenir, et sous l'archet des violons, c'est la hache qui sera élue et portée au pouvoir, par ceux qui auront prétendu nous en défendre en se propulsant d'abord eux-mêmes sur le devant de la scène, poussés par leur aveugle convoitise et par leurs médiocres ambitions. Tels auront été leurs mensonges et leurs crimes. Du moins, tel est l'enseignement auquel aura conduit cette expérience unique, dont pourtant nous n'entendrons pas le résultat, nous qui sommes dans le laboratoire face à l'évidence de ce que nous avons expérimenté et qui ne sortira jamais de ces murs. Maintenant, nous savons ce qui peut arriver. Nous sommes parvenus jusqu'au bord de ce gouffre et nous y avons plongé nos regards. Nous sommes les initiés de ce savoir et de cette nuit. Car voici ce que j'ai à vous dire, que vous n'allez entendre que pour aussitôt l'oublier et le transmettre à votre issue, dans cet oubli de tout et de vous-même, au-delà de vous-même. La nuit prochaine, il y aura un moment, peut-être seulement une fraction de seconde, une étincelle négative, de sommeil général, sans aucun veilleur, sans aucun insomniaque, sans aucune conscience restée en éveil. Ce sera l'exact moment de victoire de la mort et de la hache. La ville tout entière, avec notre ghetto en son cœur, sera profondément endormie pendant ce bref éclat de temps noir. Et même dans notre vieux quartier, ceux qui consacrent leur nuit à l'étude, à la méditation, à la prière, auront un instant de perte de connaissance, de plongée dans les ténèbres du sommeil et de l'oubli, de l'effacement de toute mémoire et de tout texte dans l'encre elle-même, informe et insoluble. Durant cette suspension instantanée des consciences, tout ce qui vient de se passer depuis quelques semaines sera perdu, comme si rien de ce qui nous a réunis et mobilisés jusqu'à ce jour n'avait eu lieu.
J'aurais eu beau vous avertir par les présentes paroles, vous ne résisterez pas à la perte de tout souvenir, et tout vous échappera, sans laisser de trace d'avoir été tenu entre vos mains. Tout se dissoudra pour perdre forme dans les liqueurs sombres de la mémoire. Tout disparaîtra de la surface de l'histoire, et tout reprendra naturellement comme avant le soir du concert dans le parc municipal. Le cours de vos vies vous aura doucement porté d'un soir à un matin. Un infime accroc dans le temps universel aura été recousu d'un fil invisible. Nous aurons tout enfoui dans les profondeurs, tout retrouvé et tout recouvert et tout égalisé à la surface. Il ne restera aucune trace, aucun signe, aucun indice. Une continuité s'imposera à nos consciences et à la perception du temps de nos vies, à l'arrivée dans le jour nouveau, par un matin tout neuf, par-dessus les jours et les nuits que nous venons de vivre. Ce qui constitue encore pour quelques heures la réalité que nous connaissons, que nous vivons en ce moment même et d'où je vous parle, projetant mes paroles au-delà de vous-même, vers des espaces sans fond, ne subsistera plus qu'en dépôt, ou plus exactement en réserve, dans l'imagination de quelques artistes et écrivains. Et l'un ou l'autre d'entre vous croira un jour inventer tout cela. C'est pour des raisons semblables que l'histoire trouve sa matière et ses commentaires dans ce qui nous apparaît comme des fictions, car l'imagination n'est qu'une forme de la mémoire. La projection dans l'avenir, les prévisions, les prophéties, ne sont qu'une lecture attentive mais inconsciente du passé. Je vous l'annonce inutilement et je vous préviens en pure perte. Tout ce que nous venons d'expérimenter et de vivre jusqu'au seuil de la signification délivrée par l'expérience va s'effacer dans la nuit d'avant le sens et au matin, tout ce que je dis en ce moment même n'aura jamais été ni pensé ni dit. Tout cela ressurgira peut-être un jour sous la forme d'un poème, d'un roman, d'un opéra, d'une œuvre d'imagination, de fiction, pour une édification sans effet, sans objet. Les romans sont la trace émergente ici ou là de ce qui a eu lieu et que tout le monde a oublié et qui reste enfoui tant qu'un auteur ne s'avise pas de l'inventer. L'histoire n'est qu'une histoire. Et toutes les histoires sont l'histoire. Il n'existe que des mots. Les mots de la science, les mots de la religion, les mots d'explication du monde, les mots de la littérature, les mots de l'histoire, les mots d'interrogation de la parole. Le temps lui-même n'est qu'un mot qui permet d'inventer la fin. Et la fin n'est qu'un mot perdu dans le temps. Les mots se perdent les uns dans les autres. Les mots s'inventent et naissent les uns dans les autres. Les mots s'annulent les uns dans les autres. Les mots meurent les uns dans les autres. Merci à vous, monsieur Fleischer. Děkujeme panu Fleischerovi. A teď, kdybyste měli nějaké otázky, jako obvykle, tak máte k tomu prostor. Má někdo otázku? Dobrý večer. Děkujeme vám za vaše muzické čtení. Ale moje otázka je jednoduchá. Co bylo hlavním motorem k napsání této knihy? Jak jste ji prožíval a jaké po ní zůstaly ohlasy? Bonsoir. Je vous remercie de cette lecture musicale. Je voudrais vous demander quel a été le moteur pour vous pour écrire ce livre. Comment est-ce que vous avez vécu cette écriture et quelles ont été les réactions que ce livre a suscité? Alors, d'une part, la musique est probablement
l'activité artistique et de création qui m'impressionne le plus. Takže z jedné strany hudba je asi jednou z těch uměleckých forem, kterou nejvíce obdivuji. J'admire par-dessus tout les grands génies de la musique. Obdivuji hlavně velké muzičné, velké hudební tvůrce. Et devant certains chefs-d'œuvre de la musique, je ne sais pas comment c'est fait. A často, když poslouchám nějaké velké hudební dílo, tak si kladu otázku, jak je to možné, jak je to možné, že někdo něco takového udělal. L'idée de départ de ce roman est très ancienne. J'avais 20 ans et j'assistais à un concert à Paris. A vlastně nápad napsat tuto knihu vznikl už velice dávno. Bylo to asi, když mi bylo 20 let a když jsem navštívil v Paříži koncert. La pianiste faisait beaucoup de fausses notes. Na tom koncertě pianistka často hrála falešně. Et donc j'étais un peu distrait. Což mě trochu rozptylovalo. Et j'ai commencé à imaginer une histoire, l'histoire d'un pays où la musique prendrait le pouvoir. A začal jsem si představovat příběh, ve kterém by se hudba chopila moci. Cette prise de pouvoir par la musique et par les musiciens était rendue possible par le fait que le pays était attaqué par un ennemi. A jedná se tedy o příběh země, kde hudebníci a hudba přijde k moci z toho důvodu, že na tu zemi zaútočí nepřítel. Un ennemi invisible qui se manifestait par un bruit. Neviditelný nepřítel, který se projevuje jenom hlukem. Foudroyant ses victimes dans la rue ou dans les maisons. A poráží své oběti na ulicích a v domech. Et dont on constatait qu'il n'était sensible qu'à la musique, c'est-à-dire que la seule arme pour le combattre, c'était la musique. A pak se zjistí, že jedinou zbraní proti tomuto nepříteli je právě hudba. À partir de ce moment, évidemment, les musiciens deviennent les sauveurs de la nation. A tím pádem se z hudebníků stávají zachránci národa. Et donc j'ai rêvé une sorte de prise de pouvoir par les musiciens. Takže jsem si vlastně vymyslel nástup k moci hudebníků. Qui passe d'abord par une époque idéale, puisqu'un pays qui est dirigé par la musique, par les musiciens, ça semble un rêve. A je to vlastně také trochu představa o ideální zemi, protože to je trochu jako sen představit si zemi, kterou řídí hudebníci a hudba. Et puis qui finalement devient évidemment une utopie catastrophique. A nakonec se z toho stává katastrofická utopie. Car même des gens malhonnêtes peuvent se prétendre musiciens. Protože i různí podvodníci mohou předstírat, že jsou hudebníky. Donc à l'origine, c'était ça l'idée, et c'était une sorte de fable. Takže tohle toho byl ten původní nápad, byla to taková bajka. Donc j'ai écrit le livre, je sais pas, 40 ans ou 35 ans après l'idée d'origine. A asi 35 nebo 40 let po tom koncertě, po tom prvním nápadu jsem tu knihu napsal. J'ai eu comme ça pendant des années des projets de livres que je gardais en tête, que je me promettais de réaliser un jour. C'est un de ceux-là. Takže v podstatě některé plány na knížky nebo některé nápady na knihy jsem nosil v hlavě desítky let. À l'époque où j'avais eu l'idée de départ, j'étais encore, et je le suis toujours, sous l'influence très forte d'un de vos plus géniaux écrivains, qui est Franz Kafka. A v době, kdy mě tento nápad napadl, jsem byl pod velkým vlivem jednoho z vašich geniálních spisovatelů, kterým je Franz Kafka, který mě stále velmi ovlivňuje. Et quand j'ai écrit le livre, j'ai pensé que ce n'était pas possible, 60 ans après lui, 70 ans, de faire comme lui, qu'il fallait quand même
faire quelque chose de différent. Et donc, j'ai voulu ajouter quelque chose. A když jsem tu knihu psal, tak mi bylo jasné, že když píšu 60-70 let po něm, tak nemohu psát tak jako on. Musím přece jen přidat něco jiného. Ce que j'ai voulu ajouter, c'est ce qui s'est passé depuis. C'est-à-dire entre la mort de Kafka, entre 1924 et nous. A chtěl jsem do té knihy přidat to, co se stalo potom, po smrti France Kafky v roce 1924 a naší dobou. Et ce qui s'est passé, c'est en fait la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale. A v tomto období právě došlo ke katastrofické druhé světové válce. Donc dans une deuxième partie du livre, je mets en perspective cette fable avec une interprétation plus dramatique du même sujet à la lumière de la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale. Takže ve druhé části knihy vytvářím spojení mezi tou situací popsanou v první části a druhou světovou válkou. Donc, je pense que maintenant, le livre tel qu'il est parle évidemment de questions très politiques, et notamment d'une question qui m'obsède beaucoup, c'est le combat du politique et de l'esthétique. Takže ta kniha ve své současné podobě je také knihou politickou a pojednává zvláště o tématu, které mě velmi zajímá, což je boj politiky s estetikou. To by bylo všechno. Monsieur Fleischer, je voudrais savoir comment vous imaginez un lecteur idéal. Je vous entends pas du tout. Je voudrais savoir comment vous imaginez un lecteur idéal. Un lecteur idéal, c'est ça? Jenom bych zopakovala, otázka zněla, jak si představujete ideálního čtenáře. C'est très difficile de répondre à cette question parce que, en fait, on écrit toujours pour un lecteur idéal. Je těžké na tu otázku odpovědět, protože vlastně vždycky píšeme pro ideálního čtenáře. Et en même temps, je n'écris pour personne en particulier. Ale zároveň nepíšu pro někoho konkrétního. Je sais que je n'écris pas pour beaucoup de monde. Je mi jasné, že nepíšu pro nějaké obrovské publikum. Que mes livres, comment dire, peuvent sembler difficiles à un public qui cherche à se distraire par la littérature. Uvědomuji si, že mé knihy mohou být pro publikum, které v literatuře hledá zábavu, velmi náročné. Mais disons que, idéalement, j'aimerais que mes livres soient lus comme des romans d'aventure. Ale v ideálním případě bych chtěl, aby mé romány byly čteny jako dobrodružné romány. Donc, un lecteur ouvert à toutes les aventures de l'imagination, de la spéculation intellectuelle et voilà, qui n'espère pas trouver dans mes livres
autre chose qu'un moment d'évasion, mais en quelque sorte d'évasion dans le réel. Takže bych si představoval čtenáře, který je otevřený dobrodružstvím představivosti, dobrodružstvím intelektuální spekulace a zároveň neočekává, že v mých knihách najde něco jiného než únik, který je zároveň únikem do reality. Budou tady nějaké další otázky? Merci beaucoup. Chtěl bych se zeptat na váš vztah k moravskému národu, s tím, že bych chtěl podotknout, že jsem poslouchal závěry toho textu, který jste nám dneska tady přečetl, tak mě to připadalo, jako když jste vlastně psal o našich osudech v těch posledních 20 letech, kdy vlastně nedošlo ještě k výměně všech generací a přesto jakási ta vnitřní paměť nás byla svazána, nebo někteří z nás si v sobě smazali. Samozřejmě je to i příběh o hudbě, takže si myslím, že některé věci asi nějaká snadná řešení nemají, ale vždycky mě mrzí, že lidé, kteří jsou jako umělci nadaní, končí zapomenutí a jiní průběrní se té slávy, kterou by si zasloužili, často nedočkají. Prosím. Donc, ma question, ce sera quelle est votre relation à la nation morave? Et je voudrais encore vous dire que quand j'ai écouté la conclusion de votre texte, j'avais l'impression comme si vous décriviez le destin de mon pays au cours des 20 dernières années, où les générations ne se sont pas encore échangées, mais la mémoire intérieure de certains s'est déjà effacée, ou certains ont déjà effacé eux-mêmes leur mémoire intérieure. Et donc je comprends que votre texte parle de la musique, concernant la musique, je voudrais dire que je suis désolée que certains musiciens et certains artistes très talentueux sont oubliés, tandis que d'autres qui sont plutôt moyens deviennent fameux. Donc la question c'est quelle est votre relation à la nation morave? D'abord, d'une certaine façon, donc, il est un lecteur idéal. Puisqu'il a vu dans le livre quelque chose qui lui parle de la Moravie. Il a tout à fait raison. Z jedné strany jste podle mého názoru ideálním čtenářem, protože jste si v té knize našel něco, co vám připomnělo Moravu. Donc il m'aide à répondre à la question antérieure. Le lecteur idéal, c'est celui qui sent qu'on parle toujours de lui. A to mi pomáhá, v tom jste mi pomohlo odpovědět ještě na tu předchozí otázku. Myslím si, že ideálním čtenářem je čtenář, který v knize cítí, že se mluví o něm. Alors, en ce qui concerne la Moravie, en réalité, elle est sûrement présente d'une façon très forte dans mon imaginaire, mais dans une géographie un peu plus large. Co se týče Moravy, tak Morava rozhodně figuruje v mé představivosti, v mé fantazii, ale spíše jako součást většího geografického celku. Le mot Moravie en français pour moi est un mot un peu magique. C'est un mot qui fait rêver à une région. C'est un mot plus poétique que de dire la République tchèque ou je ne sais pas quoi. La Moravie, simplement dans la langue française, c'est un mot qui appartient presque au langage poétique. A slovo Morava ve francouzštině Moraví je podle mého názoru velmi poetické. Vytváří takový dojem snu o nějaké bájné zemi. Je to rozhodně poetičtější než slovo Česká republika, Republik Čech. Takže to bych tomu chtěl říct, že to slovo se mi spojuje s poezí. Ça tient aussi beaucoup
a un effet de sens particulier en français de ce mot, mort à vie. A ve francouzštině se vlastně dá udělat ještě taková speciální slovní hříčka s tím slovem mohaví. Se dá rozložit na moh a ví, což by znamenalo smrt na život, nebo doživotní smrt, což je celkem zajímavé. Donc c'est un mot qui contient une sorte de très beau paradoxe en français, évidemment. Takže ve francouzštině toto slovo obsahuje velice krásný paradox. Par ailleurs, je pense que dans plusieurs livres, j'évoque comme une source d'ivresse particulière les vins de Moravie. A v několika svých knihách hovořím v souvislosti s takovou zvláštní opilostí o moravských vínech. Je me souviens, par exemple, dans des restaurants, quand plusieurs vins étaient proposés, avoir choisi des vins de Moravie parce que, voilà, ça me plaisait d'entendre parler des vins de Moravie. A v restauraci se mi už několikrát stalo, že když mi nabízeli několik druhů vín, tak jsem si vybral právě moravská vína, protože je mám rád. Et puis pour moi, mais probablement qu'il va me dire que je ne cite qu'un artiste très connu, alors que peut-être d'autres méritent d'être cités, la terre de Moravie, elle est totalement liée pour moi à la musique de Gustav Mahler. A co se mě týče, tak Morava je spojena se známým umělcem Gustavem Mahlerem, i když byste mi na to možná mohl namítnout, že cituji jenom velmi známého umělce a opomínám mnoho dalších, kteří by si také zasloužili, tady, aby jméno zaznělo. L'image que je me fais de cette terre, c'est celle que j'entends dans les chants de la terre de Gustav Mahler. Tu svou představu o Moravě čerpu také z toho, co slyším ve zpěvech země Gustava Mahlera. Mais sûrement que j'ignore beaucoup d'autres artistes, compositeurs, moraves, que j'aimerais connaître, mais qui sont peu accessibles à partir de la culture française. Ale uvědomuji si, že určitě opomínám další spoustu umělců, skladatelů, kteří by si zasloužili můj zájem, ale k kterým prostě z Francie nemám takový přístup. Est-ce qu'il considère Gustav Mahler comme un artiste morave? Ještě otázka na vás. Považujete Gustava Mahlera za moravského umělce? Il est entre la Moravie et la Tchéquie apparemment. En France, il est connu comme un compositeur originaire de Moravie. Ve Francii je známý jako skladatel, který pochází z Moravy. Bonsoir, merci pour cette lecture très inspiratrice. Je voudrais vous faire une remarque et vous poser une question. La remarque concerne un film qui est peut-être déjà classique, un film tchèque des années 60. Je vous entends très mal. Est-ce que vous pouvez Moi, je m'entends très mal aussi. C'est gênant pour tous les deux, là. Pas de dialogue. C'est un film des années 60 qui il y a le même motif de lutte par les instruments musicaux, par la musique. L'histoire est beaucoup moins profonde, moins philosophique que votre roman, j'imagine, mais il s'agit d'une vie où les instruments, où les armes des soldats changent en instruments musicaux. Ils sont obligés de lutter avec ces instruments et ce qui leur fait plus de plaisir.
C'est un film tchèque? C'est un film tchèque, oui. Ah, j'aimerais beaucoup le voir, je ne connaissais pas du tout. Ça s'appelle aussi une fois 1000 clarinettes. 1000 clarinettes, c'est son titre? Oui, oui. Si une fois 1000 clarinettes. Ah, c'est extraordinaire. C'est à voir. Qui est le metteur en scène, le cinéaste? Janko Jankovič. Ah, je le connais pas. C'est un film en noir et blanc, mais ça vaut le coup peut-être de la voir. Et ma deuxième question concerne parce que je n'ai pas lu le livre tout entier, mais j'ai été fasciné par cette symbolique de la hache. Alors je voudrais poser la question, qu'est-ce que ça représente pour vous, si par exemple ça peut être la hache, comme dit Georges Perec, l'histoire à la grande hache. Takže si přeložím. První můj dotaz byl na podobu tady tematickou, motivickou z 9000 klarinetů, tak jsem se ptal, jestli pan autor tento film zná. Nepředpokládám, že by ho znal, protože by asi byl znám ve Francii. A druhá otázka se týkala toho symbolu Sekiry. Vlastně v tom celém díle to má pro něho význam, protože já si tam vlastně nějaké obrazy, ale jeho svět trošku Sekira. Georges Perec říkal, a to je taková slovníčka, že se těžko přeložitelná, takže se nebudu pokoušet, ale mluví o historii s velkým H, která až je vlastně ta Sekira, to velké H. Takže tak. Alors, d'une part, j'aimerais beaucoup voir ce film, si c'est possible de le trouver quelque part. Je vais essayer de le chercher. Ah oui, ça serait formidable. Et alors, ça me trouble d'autant plus que, en général, quand j'ai un projet de livre, ça ne peut être qu'un livre pour moi. Alors que ce sujet, c'est le seul que j'ai imaginé pouvoir être un film. Tak to je zajímavé, ten film bych velice rád viděl a většinou, vlastně vždycky, když mám nějaký nápad na knihu, tak pro mě ten nápad může vyústit jedině v knihu, v román. A tohle je právě jediné téma, jediný námět, který bych si dokázal představit jako film. J'ai fait beaucoup de films avant d'écrire des livres, mais en général, les sujets des uns et des autres étaient très spécifiques, soit pour des livres, soit pour des films. Já, když jsem začal psát knihy, tak jsem natočil hodně filmů, ale ty náměty filmů a knih jsem měl vždycky jasně odděleny. Ce sujet-là, j'ai vraiment eu vaguement l'idée d'en faire un film, parce que la musique, c'est difficile à faire à entendre dans un livre. Ale co se týče tohoto námětu, představoval jsem si, že by z toho mohl být film, protože je těžké, aby hudba byla slyšet v románu. Alors que le cinéma, évidemment, permet d'associer les images et les sons. Et je voyais des images où je voyais défiler des orchestres dans la campagne comme des armées dans les villes. Zatímco film samozřejmě umožňuje propojení zvuku a obrazu a úplně jsem si představoval ty venkovské kapely na plátně, které vlastně přecházejí, defilují tak, jako přechází vojsko. Et d'ailleurs, de tous mes livres, je pense que celui-là, en tout cas cette partie-là, est peut-être le seul qui pourrait être adapté au cinéma. A myslím si, že z mých knih je tento román jedinou knihou, která by mohla být adaptována, která by mohla být filmována. Tout le reste de ce que j'écris résiste, à mon avis, définitivement à l'adaptation. A myslím, že ostatní mé knihy by nemohly být filmovány. En ce qui concerne la question sur la hache, j'ai voulu opposer deux objets absolument contraires. L'objet le plus fragile qui soit, un violon, et l'objet le plus brutal qui soit, une hache, qui tout l'un et l'autre se tiennent à la main. A co se týče té otázky na sekiru, to vzniklo tak, že jsem chtěl, aby v tom románu byly dva předměty, které jsou v protikladu. Nejkřehčí předmět, jaký si dokážu představit, housle, a předmět nejbrutálnější, sekira, a oba tyto předměty se drží v ruce. Et la hache est un objet qui produit aussi un son, qui produit aussi un bruit.
sekira je také předmět, který vytváří nějaký zvuk. Quand on coupe du bois avec une hache, ça produit un bruit particulier. Et évidemment, on peut penser aussi à la hache qui est utilisée pour décapiter les gens avant que les Français inventent la guillotine. Samozřejmě, když se seká dříví sekirou, tak to vydává takový zvláštní zvuk a ještě ta sekira vyvolává představu sekiry kata, kterou se stínaly hlavy, ještě než Francouzi vymysleli gilotinu. Budou ještě další otázky? Zaujaly mě poslední řádky toho textu, kde se říká, že spisovatelé si vymýšlejí to, co už se v dějinách stalo, a pak vlastně věští budoucnost. Takže jsem chtěla vědět, jestli je to filozofie pana autora. Ce qui m'a frappé dans le texte, c'est que dans la dernière ligne, vous écrivez que les écrivains inventent ce qui s'est déjà passé et qu'ils prévoient l'avenir. Donc je voudrais vous poser la question si ceci est votre philosophie d'auteur. Oui, oui, c'est vrai que j'ai le sentiment d'être un archéologue. V jistém smyslu ano, já mám pocit, jako bych byl archeolog. C'est-à-dire qu'en écrivant, je gratte autour de quelque chose qui apparaît à la surface de la Terre, mais je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. A když píšu, tak je to, jako bych škrábal něco, co se objevuje na povrchu země, ale nevíme, co je pod tím povrchem. Et c'est en grattant, comme un archéologue, que je découvre le livre que je vais écrire. A takhle právě tím škrábáním po vzoru archeologů objevuji tu knihu, kterou budu psát. C'est donc comme si ce livre était déjà là, quelque part, comme un reste de l'histoire, mais en même temps attendant que quelqu'un vienne pour gratter. Je to trošku, jako kdyby ta kniha tady už byla, už hotová, ale čeká na to, až někdo přijde, začne škrábat a objeví. Donc j'ai peut-être cette impression que les histoires qu'on raconte, en tout cas celles que j'ai à raconter, elles existent quelque part, et que mon travail consiste à les trouver cachées dans l'écriture. Elles sont cachées dans l'écriture. Takže mám pocit, že ty příběhy, které píšu, už někde existují. Jsou schované v psaní a čekají na někoho, kdo je objeví. Et d'ailleurs, quand je commence un livre, je ne sais absolument rien de ce qui va se passer. Ni les personnages, ni les lieux, je ne connais rien. J'ai une idée qui peut se résumer en 2 lignes. A já když začínám psát knihu, tak v podstatě nic nevím o tom, jaký bude její příběh, jaké budou postavy. Mám jenom námět, který by se dal shrnout ve 2 řádcích, ale o ničem jiném nemám vůbec představu. Voilà, c'est donc en écrivant que je découvre ce que je vais écrire. Takže až v průběhu psaní objevuji to, co budu psát. Et donc je peux hésiter entre l'impression que j'invente ou que je découvre quelque chose qui est là. Takže z jedné strany něco vymýšlím, ale z druhé strany jako bych odkrýval něco, co už tady je. Et donc ça veut dire aussi que inventer, c'est toujours un peu se souvenir. A
To znamená, že něco vymýšlet znamená vždycky také si na něco vzpomínat. L'imagination et la mémoire sont deux choses très liées entre elles. A představivost a paměť jsou velice úzce propojeny. Ještě tam byla otázka? Bonsoir, vous m'entendez? Oui. J'aimerais bien vous poser une question. Quels sont d'autres auteurs qui ont influencé votre création littéraire? Quelle est votre relation, par exemple, à Alejo Carpentier, si c'est un auteur? Alejo Carpentier. Ah. Carpentier. Oui, oui, d'accord, très bien. Oui. Si vous aimez son écriture. Takže já jsem se zeptala, jací další autoři třeba mohli ovlivnit tvorbu pana Fleshera a jaký je vztah například k autoru Alechu Carpentierovi, jestli je to autor, kterého on má rád. Alors, évidemment, toute mon éducation s'est faite dans la langue française avec pour référence la littérature française. Já jsem samozřejmě ve škole se věnoval hlavně, studoval jsem ve francouzštině, takže jsme se učili hlavně o literatuře francouzské. Mais je me sens assez étranger à la littérature française contemporaine. Ale ta současná francouzská literatura mi není příliš blízká. Et j'ai donc même l'impression parfois d'écrire en français, mais d'être en français un auteur traduit. Někdy mám dokonce pocit, že sice píšu francouzsky, ale je to jako kdybych byl do francouzštiny překládán. Alors, de quelle langue je serais traduit en écrivant moi en français, je ne sais pas. Otázkou je, z jakého jazyka bych byl překládán, když píšu francouzsky. Mais pour répondre plus précisément à la question, les œuvres de la littérature moderne et contemporaine qui m'ont le plus influencé ne viennent pas de la littérature française. Ale abych byl přesnější a odpovídal více na otázku, knihy a díla ze současné literatury, která mě nejvíce ovlivnila, nepocházejí z francouzské literatury. Alors, Alejo Carpentier, en effet, c'est un auteur qui m'a beaucoup passionné, et Borges aussi, pour citer un autre grand latino-américain. A Alejo Carpentier mě skutečně velice zaujal a zaujal mě také další spisovatel z Latinské Ameriky, Borges. Sinon, c'est probablement la littérature d'Europe centrale, autrichienne, allemande et tchèque qui m'a le plus influencé. Je dirais que si je devais citer un nom, c'est évidemment Franz Kafka, mais j'ai aussi beaucoup lu, par exemple, un autre auteur, un contemporain de Kafka, je ne sais pas si vous le lisez, c'est Hermann Ungar, qui était exactement un contemporain de Kafka, pragois lui aussi, et qui écrit des livres tout à fait extraordinaires. Ale jinak z autorů, kteří mě nejvíce ovlivnili, jsou to autoři ze střední Evropy, včetně Čechů. A kdybych měl říct si jedno jméno, tak je to Franz Kafka, ale potom mě také velmi ovlivnil další pražský autor, Kafkův současník, Hermann Ungar, nevím, to správně vyslovuji, to neznám. Est-ce qu'on peut savoir si Hermann Ungar est lu? Hermann Ungar asi teda. Non? Pas du tout. A on je u nás čten, zná ho někdo? C'est extraordinaire. C'est exactement un contemporain de Kafka, les dates sont presque les mêmes. Il est mort très jeune aussi. Il écrivait aussi principalement en allemand. Voilà, pragois aussi, et immense écrivain. Jenom tak pro informaci, je to Kafkův současník, umřel také velmi mladý a také žil v Praze. Je to velký spisovatel. Hermann, ano, Hermann asi. En français, il a été
à l'origine, il a été publié chez Gallimard et toute son œuvre a été retraduite par un petit éditeur de Toulouse qui s'appelle Ombre Blanche. Herman, le prénom, Ungar, U-N-G-A-R. Herman Ungar. C'était un Tchèque. Un Tchèque. To byl to Čech. Et il est... Et puis évidemment, j'ai beaucoup lu, il y a très longtemps, maintenant c'est un peu loin, mais Musil, Thomas Mann, et plus récemment, un auteur qui m'a beaucoup, qui a compté beaucoup pour moi, c'est un auteur autrichien, c'est Thomas Bernhard. No a jinak ten Herman Ungar je ve Francii vydáván a jinak jsem také z dalších autorů jsem hodně četl Musila, Thomase Manna a další autor Thomas Bernhard. Thomas Bernhard. Qui est mort il y a... Thomas Bernhard est un auteur contemporain, il est mort il y a une douzaine d'années à peu près. Což je současný autor, který zemřel asi před 12 lety. Un auteur autrichien très violemment critique de la société autrichienne. V rakouské společnosti velmi silně kritizován. Děkuji. Já, když jsem se díval na ten text, tak bych řekl, že je přeložen z němčiny. Že jste přeložen z němčiny, ale to je můj osobní pohled. A, pardon, tady překladatelé se mi smějí, já za to nemůžu. Ale chtěl bych se zeptat, vy jste ostře oddělil svoji filmovou tvorbu od své románové nebo od svého psaní, ale jste výtvarník, jak jinak se prolíná vaše psaní s vaší uměleckou tvorbou? Prolíná se? Odcházíte od psaní k něčemu, kde si doděláváte umělecky tu svoji psanou věc na něčem jiném? Donc c'était la dernière question. Moi personnellement, je dirais que votre texte aurait pu être traduit de l'allemand, mais c'est juste mon opinion personnelle. Je vois que le traducteur rise un peu, donc je ne sais pas s'il est juste. Mais ma question concerne le fait que vous avez dit que vous séparez strictement le film et l'écriture. Et je sais que vous êtes aussi plasticien, donc est-ce qu'il vous arrive de faire le lien entre votre écriture et l'art plastique par exemple? Alors, dans chaque activité, je suis dans un dialogue très tendu avec un champ historique, théorique et technique, qui est celui de chaque discipline, la photographie, le cinéma, la littérature. Co se týče každé té umělecké disciplíny, tak já jsem s každou z těch disciplín v takovém vztahu napjatého dialogu s celou historií toho uměleckého odvětví. Donc j'interroge d'une façon très intense ce que je peux essayer de faire dire à une pratique artistique. Takže si velice intenzivně kladu otázku, co mohu říci tou danou uměleckou činností. Et je suis à peu près sûr que ce que je fais, par exemple en photographie ou en cinéma ou en littérature, ne peut être fait que dans ces disciplines-là. Je n'ai jamais d'hésitation sur le fait qu'un sujet est un projet de film ou un projet de photographie ou un projet de... Je n'hésite jamais. Je sais exactement que c'est toujours destiné à une activité. A jsem si vždycky naprosto jistý, jaký námět se bude týkat jakého odvětví. To znamená, když mám nějaký nápad na film, tak nemám žádné pochybnosti o tom, že to je námět právě na film a ne na nic jiného. J'ai même parfois le sentiment d'être des individus différents, de ne pas être le même.
Někdy mám dokonce pocit, že jsem jakoby někým jiným, že to nejsem ten samý já. Donc je ne me considère pas du tout comme un écrivain qui fait des films ou comme un cinéaste qui est aussi un artiste, pas du tout. Takže já se rozhodně nepovažuji za spisovatele, který také natáčí filmy, nebo za fotografa, který se také zabývá literaturou. Je suis un cinéaste quand je fais des films, je suis un écrivain quand j'écris des livres, et il n'y a pas de transversalité. Když píšu, tak jsem spisovatel, když režíruju, tak jsem filmář a to se jakoby nějak nepropojuje. Par contre, je pense que mon expérience des images, parce que je me suis beaucoup intéressé aux images, celle de la photographie, celle de l'art, celle du cinéma, réapparaît d'une certaine façon dans ma façon d'écrire. C'est-à-dire que voilà, quand j'écris quelque chose, probablement que mon expérience de l'image m'est utile. Ale myslím si, že celá ta moje zkušenost s obrazy, ať už se jedná o fotografie, o obrazy filmové nebo o výtvarné umění, se v určitém smyslu objevuje v mojich knihách, že mi v něčem pomáhá, když je píšu. D'une façon générale, je dirais que une des grandes questions qui m'intéresse, c'est la relation des images et des mots. A jednou z věcí, která mě velmi zajímá, je vztah mezi obrazy a slovy. Mais voilà, donc je crois d'ailleurs que ce que j'ai fait comme artiste, ce que j'ai fait comme cinéaste, ou les livres que j'écris, appartiennent à des esthétiques très différentes. A myslím si, že moje filmy, moje knihy a to, co jsem udělal ve výtvarném umění, to všechno vlastně v těchto odvětvích se to vždycky týká velmi různých uměleckých směrů. Probablement que si je réalisais effectivement ce partage des identités, je pourrais, en tant qu'écrivain, être très critique envers mes films. A myslím, že kdyby se úplně rozdělily ty moje identity, tak bych například jako spisovatel mohl být velice kritický ke svým filmům. Parce que dans chaque activité, j'ai réagi à un moment de l'histoire de cette activité. Par exemple, quand j'ai fait beaucoup de photographie, j'ai réagi à un moment de l'histoire de la photographie qui n'avait rien à voir avec l'histoire de la littérature. Donc je suis en dialogue avec une histoire, un champ théorique, un champ technique. C'est avec ça que je dialogue. Protože v té mé činnosti se vždycky jedná o dialog s dějinami té které disciplíny. To znamená, že když fotografuji, tak reaguji na určitý moment v dějinách fotografie, co se týče techniky, co se týče námětů a tak dále. Voilà. Alors, en littérature, par exemple, je réagis à un certain état de la littérature d'aujourd'hui, et donc c'est avec ça que je dialogue. Quand je fais un film, je réagis à un certain état du cinéma et de l'histoire du cinéma. Et donc ce sont des histoires différentes, très différentes. Takže když píšu, tak reaguji na určitý stav, v jakém je současná literatura, stejně tak, když točím film, tak vedu dialog se současným stavem filmu a to jsou velmi rozdílné věci. Děkujeme vám, merci beaucoup, monsieur Blažek.